Oui, mais mes chers amis, il y a presque un siècle, à quelques jours près, Marcel Proust rendait son dernier souffle dans les bras de son frère Robert. Et il est émouvant ce soir dans cette ville qu'il aurait probablement aimée, mais où il n'est jamais venu. Il est émouvant, dis-je, de se souvenir de lui, de son génie, de ses bizarreries, de sa fantaisie et de sa passion au sens quasi christique que l'on donne à ce mot. Mais si je suis devant vous ce soir, chers amis, c'est d'abord parce que l'on m'a demandé de m'acquitter d'une mission délicate et merveilleusement incertaine. En effet, je suis censé vous dire comment et pourquoi la lecture d'À la recherche du temps perdu, qui n'est au programme d'aucun concours, d'aucun examen, qui ne vous servira ni à devenir conseiller d'État, ni inspecteur des finances, ni ministre de la Culture, ni capitaine d'industrie, comment cette lecture, dis-je, peut changer votre vie et, secondairement, comment elle a changé la mienne. En effet, vous connaissez peut-être la fameuse question de Paul Valéry qui disait « Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas ?» Eh bien, je paraphraserai volontiers cette phrase en posant à propos de Marcel Proust la question suivante: comment pourrions-nous vivre sans le secours de ce livre qui ne sert à rien? Car tous les Proustiens le savent, les 3000 pages de la recherche du temps perdu ne servent à rien, sinon à comprendre des mondes étranges et éternellement contemporains. De quoi parle ce roman? Disons pour faire vite qu'il parle de politique, de sociologie, de gastronomie, de peinture, de musique, de perversion, d'architecture, de sexualité, de mondanité. Mais disons surtout que ce roman a un pouvoir magique parce qu'il réussit le prodige de rendre son lecteur, son vrai lecteur, plus intelligent et meilleur. Oui, l'intelligence et la bonté, qui sont les deux vertus que Proust plaçait au plus haut dans la hiérarchie des valeurs humaines. Et c'est cela, si vous le permettez, que nous allons essayer de comprendre et d'expliquer. Cela dit, je ne suis pas naïf et je sais que les bons esprits ne manquent pas, n'ont pas manqué, qui estimaient, avec Anatole France par exemple, que la vie est trop courte et Proust trop long. Mais à ceux qui n'auraient pas encore exploré la prose proustienne, à ceux qui ne seraient pas encore entrés dans le détail de sa prodigieuse tapisserie. Un problème? Ça va? Il y a un problème? Ah. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce grésillement m'agace. C'est fini? Bon. Non? À ce dis-je, non, c'est impossible. Jetez-le. Jetez-le. À ceux qui n'auraient pas encore exploré la prose proustienne, à ceux qui ne se seraient pas encore entrés dans le détail de la prodigieuse tapisserie
qu'il a su imaginer, et pour peu qu'il soit doué d'un minimum de sensibilité, je tiendrai à dire en guise de commencement que Proust est un écrivain qui, à travers les centaines de personnages qu'il a su inventer, a toujours eu le don très singulier de nous instruire depuis un siècle sur les variantes du vice, de la bêtise, de l'ambition, de la vulgarité, du snobisme, de la vanité, de la jalousie, de l'arrivisme et bien entendu de l'amour, puisque l'amour est son seul et unique sujet. Dans ce domaine, ses concurrents sont peu nombreux. Je nommerai seulement Balzac et les mémoires de Saint-Simon. En d'autres termes, Proust, le petit Proust, comme on disait alors dans les salons du Faubourg Saint-Germain, où l'on croyait qu'il était simplement un snob sans envergure, ce petit Proust, il a gagné la guerre littéraire qu'il a menée seul, depuis sa chambre au mur de Liège. Cette guerre, il l'a gagnée contre André Gide, contre Jean Cocteau, contre Claudel, contre Mauriac, contre Maurice Barrès. Il l'a même emportée rétrospectivement contre Flaubert, Chateaubriand ou Racine. Et pourtant, au départ, cet écrivain n'était qu'un drôle de type, un peu exaspérant, déjà insomniaque, fragile, frileux, avec une allure pas possible. Paul Morand, expert en fashion début de siècle, comparait Proust à un oignon à cause du nombre de pelisses qu'il enfilait les unes sur les autres. Cocteau, lui, le décrivait comme une lampe allumée en plein jour. Léon Pierrequin, grand critique littéraire, le voit éternellement embaumé dans ses gilets. D'autres le comparent à un bombix à cause du poitrail que lui faisaient les touffes de coton camphré dont il bourrait ses chemises. Ce qu'il faut noter, c'est que Proust ne se montrait pas, il apparaissait. C'était d'emblée un fantôme, avec des yeux qui semblaient voir par les côtés, à cause d'un strabisme qui reste probablement son seul point commun avec Jean-Paul Sartre. Bref, Proust n'avait rien qui pût d'emblée impressionner, d'autant qu'à ce physique improbable, Marcel ajoutait des manières sucrées, souvent obséquieuses, une main molle et pendante, une voix mielleuse qui signalait tout de suite et à première vue l'intrigant, pressé de se faufiler auprès des gens importants et qui y parvenait au prix de contorsions pathétiques et souvent humiliantes. À cet égard, je vous invite à regarder sur Internet les quelques images récemment exhumées du mariage Greyfool. Je vous fournirai l'orthographe après si vous voulez, où l'on voit Proust trottiner sur les marches de la Madeleine à l'occasion d'un grand mariage parisien. Cela dure quelques secondes, mais c'est assez pour que l'on prenne la mesure de son empressement mondain, de sa hâte à rejoindre les groupes de gens importants. Par parenthèse, et cela me vient à l'esprit en vous parlant, il est tout de même assez magnifique et tout à fait en rapport avec l'humour proustien que la seule apparition de Proust en mouvement s'accomplisse sur les marches d'un monument qui s'appelait et qui s'appelle la Madeleine. Mais enfin, souvenons-nous que le Marcel de chair et de sang décrit par ses contemporains n'était en rien un homme remarquable. Or, c'est là que tout commence. C'est là que tout se met en place. Ce mondain sans envergure, ce petit snob, souvent pathétique, a établi dans le secret de son cœur, et sans que personne ne s'en avise, un prodigieux plan de vie qui, a priori, pourrait sembler assez simple. D'abord, une vie mondaine,
jusqu'en 1905 afin de collecter le maximum d'informations dans tous les milieux de son temps, des salons aux établissements louches de la rue de l'Arcade, des bas-fonds de la prostitution au jockey club, de l'aristocratie à la bourgeoisie, du ghetto de la plaine Monceau aux villégiatures normandes, du Ritz au grand hôtel de Balbec. Cette période, les proustologues, qui forment une sorte d'international extrêmement sophistiqué, l'ont baptisé la saison des gardénias, en allusion aux gardénias que le jeune dandy Marcel arborait à son veston dans le célèbre tableau que Jacques-Émile Blanche lui a consacré. Ensuite, à partir de 1905, date à laquelle meurt sa mère, un début de réclusion dans son antre du 102 boulevard Haussmann, afin de rassembler les matériaux accumulés pendant sa première existence. Là, dans les vapeurs de datura, sans lesquelles ses crises d'asthme menaçaient de le terrasser, et sous l'œil de la fameuse Céleste Albaret, sa gouvernante venue de Lozère, celle-là même qui pensait que Napoléon et Bonaparte étaient deux personnes bien différentes, là, il suit un régime extrêmement toxique. Fumigation, essence de café, véronal, existence nocturne et surtout écriture de plus en plus forcenée, à peine entrecoupée d'aller-retour au Ritz afin d'y boire une bière glacée ou de vérifier auprès des maîtres d'hôtel un détail vestimentaire de la comtesse de Chevigné, de Bertrand de Fénelon ou de Robert de Montesquieu. Notons au passage que cette affaire d'asthme est tout à fait décisive. D'abord parce que l'asthme est une maladie qui rend sa victime incroyablement attentive par nécessité vitale, attentive aux odeurs, aux parfums, à la nature des tissus, à la qualité de l'air. Bref, cela signifie que l'asthme est une formidable école de vigilance pour un futur romancier. Et second point, notons qu'il y a un lien incontestable entre le souffle court et la phrase longue. De même que les romanciers qui ont eu la chance d'avoir des poumons d'acier, comme Stendhal, Mérimée, Ernest Hemingway, de même que ceux-là font des phrases courtes, de même Proust, lui, qui n'a pas de souffle, étire infiniment sa phrase, comme s'il cherchait à respirer un peu plus, comme un nageur qui, traversant un fleuve, tenterait d'atteindre l'autre rive. Proust a toujours eu peur de mourir avant de terminer sa phrase. Il a peur de mourir si sa phrase s'achève trop vite. Il est comme Scheherazade, qui doit, dans les Mille et une nuits, qui doit sans cesse raconter une histoire afin que le sultan Schahriar ne lui tranche pas la tête. Mais le plus important est ailleurs. En général, les écrivains français croient devoir choisir entre deux traditions. La tradition Flaubert-Mallarmé, c'est-à-dire on vit en ermite, dans sa tour d'ivoire, et il se consacre cela à la seule écriture. Et puis, il y a une autre tradition, disons la tradition d'Annunzio, Malaparte, Malraux, où l'agitation de la vie est prescrite, recommandée comme une irremplaçable matière première. Marcel Proust, lui, il va jouer sur les deux tableaux et il mena successivement les deux existences. En d'autres termes, il a eu la sagesse un peu frivole de s'accorder une énorme quantité de temps perdu avant de partir à sa recherche et de retrouver ce temps qui, comme le sultan des Mille et une nuits,
est un maître sans pitié. Revenons maintenant au véritable commencement de son aventure romanesque, que je daterai de l'année 1908. Avant cette date, il a écrit des articles mondains pour le Figaro, il a traduit Ruskin, il a publié quelques nouvelles, mais ça s'arrêtait là. Or, en 1908, tout change. Sa mère, Jeanne Weil, est morte depuis 3 ans. C'est un deuil terrible pour ce fils qu'il adorait absolument et qui s'est persuadé qu'il ne pourrait pas lui survivre. Il envisage d'ailleurs de se suicider. Puis il se reprend, car en se tuant, pense-t-il, il tuerait sa mère une seconde fois en faisant périr son souvenir. Mais la mort de maman fut aussi un deuil libératoire, car désormais, Marcel a le droit de tout dire. Et tout dire, cela signifie pour lui qu'il peut ne plus dissimuler son appartenance par lui douloureusement vécue à ce qu'il appelle la race maudite de Sodome, c'est-à-dire la race des invertis. Bien entendu, je cite Proust lui-même en employant le mot de race et le mot inverti. En vérité, maman devait bien se douter des mœurs de son fils. Elle devait même s'en arranger, ça devait lui convenir. Mais on n'en parlait jamais à la maison. Ce deuil, par conséquent, va permettre au romancier de bâtir son œuvre sans rien cacher de sa vérité intime. Cette œuvre encore virtuelle, il la compare alors parfois à une cathédrale et parfois à une robe. En s'effaçant, en disparaissant, Madame Proust, qui se nommait d'ailleurs Jeanne Weil, ce qui est un patronyme épatant pour la mère d'un écrivain insomniaque, a donc offert à son fils un chagrin infini et en même temps, elle lui a fait le cadeau décisif de sa liberté morale. L'être que l'on aime le plus au monde doit souvent disparaître afin qu'on puisse lui parler librement et franchement. Pourtant, en ce temps-là, Marcel n'a qu'une idée très vague du livre qu'il veut écrire. Alors il hésite. Doit-il composer un essai littéraire sur Sainte-Beuve, sur Baudelaire, sur Racine, ou bien doit-il écrire un roman? Mais alors, quelle sorte de roman? Proust sent bien qu'il lui faut inventer une forme nouvelle, qu'il lui faut renvoyer dos à dos les symbolistes et les naturalistes, qu'il lui faut faire enfin comprendre aux duchesses du faubourg Saint-Germain que le petit Proustaillon, c'est ainsi que le nommait avec ingratitude Charles Haas, dont on reparlera, et qui fera l'un des modèles de Charles Swann, il voudra prouver qu'il ne traînait dans les salons que pour se documenter. Comme l'écrivit bien plus tard le terrible Truman Capote à propos des snobs de Manhattan qui se reconnaissaient dans ses livres, Marcel aurait pu dire à ces mondains « Croyez-vous donc que je vous fréquentais pour le plaisir ?» Non, il ne les fréquentait pas par plaisir, mais par devoir. À propos de cette notion de devoir du romancier, j'aimerais vous lire ce bref passage d'une lettre que Proust écrivit à Bertrand de Fénelon et dans laquelle il définit sa ligne de conduite. Il dit « Le romancier doit préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive. Il doit le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde. » À partir de là, Marcel achète des petits carnets chez le papetier Kirby Bird et il leur donne des noms bizarres, Fridolin, Babouche, Vénusté.
puis il commence à les couvrir de son écriture affolée. Des taches de café, d'adrénaline, de camphre y ajoutèrent leurs stigmates avec des traces de larmes. Des secrétaires amants vont dactylographier ce magma. Et c'est ainsi que la cathédrale proustienne sortira de cet amoncellement de hiéroglyphes. Ces carnets, une trentaine, sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Des savants du monde entier viennent les consulter comme autant de saintes reliques, avec une ferveur qui ne se rencontre que dans les grandes religions. Proust prévoyait 2 volumes. Il y en aura 7. Coup de génie inaugural. Proust commence son œuvre en disant « je ». Mais ce « je », ce n'est pas Marcel Proust. Ce « je » désigne un narrateur qui lui ressemble, certes, mais pas vraiment, puisque dans le roman, ce « je » n'est ni romancier, ni asthmatique, ni homosexuel. C'est un jeu qui ne vieillit même pas, quitte à friser l'invraisemblance, et qui va traverser les 3000 pages de la recherche en se demandant si un jour il parviendra à écrire le livre que le lecteur tient pourtant entre ses mains. En vérité, ce jeu, c'est d'abord un miroir. Et dans ce miroir, tout va se refléter. L'aristocratie française, européenne, qui agonise, les antisémites qui font leur gamme, les invertis, les bourgeois, les imbéciles, les médecins, les banquiers, les diplomates, les maîtres d'hôtel, les insectes, les gigolos, les lesbiennes, les fleurs, les peintres, les musiciens et même quelques personnages réels comme la reine de Naples, le capitaine Dreyfus ou le Vénitien Mariano Fortuny. Au commencement du roman, le narrateur tente de s'endormir. À la fin, il tente de se réveiller. C'est alors que, selon une orchestration lente et majestueuse, apparaissent tous les premiers et seconds rôles de la comédie proustienne. Le baron de Charlus, Tante Léonie, Charles Swann, Oriane de Guermantes, Sidonie Verdurin, Albertine, Gilberte, Saint-Loup, Norpois, Rachel, Bloch, qui sont tous des êtres inoubliables. Mieux, ce sont des êtres que l'on rencontre encore tous les jours et dont quelques duplications se trouvent forcément dans cette salle. Je prétends alors que tout individu qui prendra la peine de fréquenter ces fictions, de les écouter, de les adorer ou de les détester, gagnera un temps fou dans sa compréhension de toutes les comédies humaines. Je prétends également que tout individu ayant vraiment fréquenté les héros proustiens et qui affirmerait que cela l'a laissé inchangé, cet individu, dis-je, serait, à mon avis, soit un menteur, soit une brute. Alors, de quoi parle Proust? Et en quoi cela peut-il changer notre vie? En vrac, disons qu'il parle de la mémoire, du désir, de la jalousie, de l'amour, de Venise, des églises romanes, du bocage normand. Il parle aussi de sadisme, de peinture, de cuisine, de perversion. Et il décortique ses affects et ses choses avec tant de finesse, tant d'intelligence, tant de bienveillance, que l'on peut faire un usage immédiat de ces démonstrations. Ces thèmes, Proust les brode et les rebrode à l'infini, et dès qu'il le peut, il joue sur les mots. Je vous ferai remarquer par exemple que Petite Madeleine, ce logo proustien, est dans ses manuscrits écrit avec 2 majuscules, à Petite et à Madeleine, ce qui renvoie évidemment à Proust Marcel, comme les peintres qui inscrivent leur nom de façon cryptée sur leur toile. Arrêtons-nous un instant
à propos de cette Madeleine sur l'herméneutique infinie qui peut se déployer si l'on veut entendre le texte proustien sur toutes ses octaves. Dans cette Madeleine, il y a en effet plusieurs choses. D'abord, il y a la saveur voluptueuse du biscuit que le narrateur porte à sa bouche. Il y a l'allusion à Marie-Madeleine, la pécheresse repentie que les pèlerins adorent dans la basilique de Vézelay, qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a cette saveur qui, en renversant le cours du temps, procure une brève sensation de vie éternelle, de victoire sur le temps perdu, voire de résurrection, d'autant que Marie-Madeleine est la première personne que le Christ voit quand il sort du tombeau. C'est dire qu'on a ici tous les thèmes et tous les symboles de l'Eucharistie chrétienne. L'hostie, la foi, l'expérience du salut et de l'éternité. Détail amusant d'ailleurs, le premier lecteur de Proust qui fit son rapport de lecture à Bernard Grasset s'appelait Jacques Madeleine. Il avait été un peu ahuri par le manuscrit que Proust lui avait remis, un manuscrit tout hérissé de bis, de terres, de notes, de paperoles, de rajouts. Mais malgré cela, il avait bien senti qu'on était en présence d'un écrivain pas ordinaire. De la même façon, on pourrait méditer sur le fait que Charles Swann, le cygne Swann, vient de son modèle Charles Haas, qui signifie lièvre en allemand. Comment et pourquoi Proust passe-t-il d'un lièvre allemand à un cygne anglais? Il y a là aussi des bibliothèques infinies dont je vous ferai grâce pour l'instant, sauf s'il y a des questions. Bien entendu, avant son prix Goncourt de 1917, Proust eut beaucoup de mal à faire admettre auprès du grand public qu'il était génial. Les éditeurs commencèrent par ne rien comprendre au volume de sa recherche. Et l'exemple le plus fameux est sans conteste celui d'André Gide, qui refusa le manuscrit de Proust sans l'avoir lu. Et comment sait-on qu'il ne l'avait pas lu? C'est simple. Quand Proust avait adressé son manuscrit à Gallimard, il employait un jeune garçon, Nicolas Cotin, qui avait été marin avant d'entrer au service de Proust. Et ce Cotin avait ficelé le manuscrit dans un paquet scellé par un nœud marin extrêmement difficile à reproduire. Or, quand le dit manuscrit fut retourné à Proust, il était ficelé de la même façon, ce qui signifie bien que le paquet n'avait pas été ouvert. En vérité, si Gide ne voulait pas entendre parler de Proust chez Gallimard, c'est tout simplement parce qu'il le croisait parfois dans des établissements pour garçons et il n'avait pas envie de recruter un témoin de ses plaisirs très clandestins. Plus tard, Gide se confondra en excuses, il dira que ce fut là la plus grande erreur de sa vie, citation, mais le mal était fait et prouve que Proust, à ses débuts, était un individu infréquentable. Cela dit, passons rapidement sur la légende d'un Proust incompris par ses contemporains, car les meilleurs esprits de son temps l'ont tout de suite admiré. Cocteau, Emmanuel Berle, François Mauriac, Francis James, Paul Morand. Passons également sur les grandes dames, duchesses ou comtesses qui avaient sous-estimé le petit Marcel. Certaines, présentes dans la recherche et trop occupées à parfaire leur toilette, demandaient à leur femme de chambre de cocher les pages où Proust parlait d'elles. D'autres étaient au contraire furieuses en constatant que Proust ne les avait pas immortalisées. Sur ce dernier point, notons que Marcel fut incontestable en se réalisant que la comtesse de Chevigné, l'un des modèles d'Oriane de Guermantes, ne l'avait jamais lu et ne le lirait jamais. Il s'en était plaint auprès de Jean Cocteau, qui habitait dans le même hôtel particulier de la rue d'Anjou, et celui-ci lui avait magnifiquement répondu « Cher Marcel,
Croyez-vous donc que les insectes lisent les traités d'entomologie? En tout cas, c'est ainsi que la recherche se mit à exister, entre le gossip et le chef-d'œuvre, entre le malentendu et la fascination, entre la fresque gigantesque et la miniature persane. C'est Barès, je crois, qui disait que la recherche du temps perdu, c'était les 1001 nuits écrites depuis une loge de concierge. Parurent ainsi un volume, bientôt divisé en deux, puis un troisième qui devait boucler l'ensemble. On devait en rester là quand, soudain, l'amour s'en mêla. Mais était-ce bien l'amour? Pour Proust, il convient de le préciser, l'amour, qui est probablement le mot le plus utilisé dans la recherche, est un sentiment qui a mauvaise réputation. Dans l'amour, dit-il, on entre par la porte de l'illusion et l'on en sort par la porte de la lassitude. Pour Marcel, l'amour n'est qu'une variante de l'angoisse, et en tout cas, c'est le résultat de la jalousie. Oui, pour lui, l'amour arrive après la jalousie, dont il est, citation, l'ombre grandiose ou la lamentable et contradictoire excroissance, ce qui peut sembler étrange. Je vais vous donner un exemple. Swann ne s'éprend d'Odette de Crécy que lorsque celle-ci va à l'opéra avec un rival, Forcheville. Avant, elle n'a aucune importance aux yeux de Charles Swann. D'ailleurs, tout le monde dans la recherche est jaloux avant d'être amoureux. Le narrateur est jaloux, donc amoureux, d'Albertine. Même mécanisme entre le baron de Charlus et Morel, son giton. Et encore la même chose entre le duc de Guermantes et Odette, devenue sa maîtresse, entre Saint-Loup et Gilberte et la comédienne Rachel. Bref, chez Proust, la jalousie précède toujours l'amour. Elle est même une maladie qui précède sa cause et qui possède cette fâcheuse caractéristique de durer lors même que sa cause a disparu. Or, c'est cette sorte d'amour qui va dérégler l'édification de la cathédrale proustienne. Et là s'impose un petit détour biographique consacré à la figure du mécanicien de Proust, c'est-à-dire son chauffeur, un certain Alfred Agostinelli. Ce mécanicien, Proust l'a rencontré sur la digue à Cabourg. Il est au centre de l'essaim des soi-disant jeunes filles en fleurs, qui en vérité devaient être un essaim de solides gaillards. À cet égard, rien n'est plus fascinant que de voir comment Proust métamorphose cette virile présence en une Albertine qui sera mentionnée 2360 fois dans le roman. Comment la mâle vigueur d'un giton se transforme en grâce féminine, comment sa robuste mâchoire devient une joue duveteuse, comment ses moustaches deviennent des dents de porcelaine. Mais revenons à Agostinelli. Proust l'engage, l'installe chez lui avec son épouse, se met à l'adorer jusqu'au jour où, soudain, Alfred disparaît. Il disparaît, il part dans le sud, il s'inscrit dans un club d'aviation d'Antibes sous le nom de Marcel Swann et il meurt à la veille de la guerre de 1914 dans un accident d'aéroplane. Proust le fit rechercher par les scaphandriers de la base de Toulon. Et si le corps d'Agostinelli n'était pas remonté à la surface, c'est parce que l'argenterie qu'il avait volée à Marcel Proust en quittant son domicile était bloqué dans une ceinture qui empêchait son corps de refaire surface. Agostinelli a été noyé par son larcin. Mais ce qui compte, c'est que cet épisode va tout changer. Proust pensait diviser son œuvre en deux massifs, le temps perdu, le temps retrouvé. Et voilà qu'il est obligé maintenant d'y ajouter tout ce que cette passion lui a permis d'entrevoir. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que sans ce chagrin d'amour,
Proust aurait certainement eu le temps de terminer et de relire son grand œuvre. Mais d'un autre côté, ce que l'on appelle le cycle d'Albertine, c'est-à-dire La prisonnière et Albertine disparue, sans ce cycle-là, la cathédrale proustienne aurait été incomplète et la recherche serait un livre beaucoup moins intéressant. Ce cycle d'Albertine, je ne saurais trop le conseiller à toute personne ayant des peines de cœur. D'ailleurs, Françoise Sagan, cette grande proustienne qui avait choisi son pseudonyme du côté de Guermantes en l'empruntant au prince de Sagan qui y fait une brève apparition, Françoise Sagan donc le recommandait dans ce qu'elle appelait ses ordonnances médicales et littéraires qu'elle distribuait à chacun de ses amis. Vous êtes malheureux, disait-elle, me disait-elle, eh bien prenez donc une dose d'Albertine disparue matin, midi et soir pendant 15 jours. Et croyez-moi, ce remède est d'une efficacité foudroyante, surtout si on l'assortit de quelques doses de Fitzgerald et de Tchekhov. C'était en général ce qu'elle me prescrivait. Vers la fin de sa vie, devrais-je le rappeler, Proust ressemblait à un Christ de Mantegna, à un vizir embroussaillé de barbe, à une sonnerie de téléphone dans une maison vide, comme l'écrivit Paul Morand. Il finira par s'éteindre le 18 novembre 1922. Il avait 51 ans, comme Molière, comme Balzac. Son dernier mot prononcé, comme je le disais au début de mon propos, ce ne fut pas maman, ce ne fut pas maman comme on a voulu le faire croire. Ce fut le prénom de son frère Robert, qui était à son chevet, alors qu'il est par ailleurs le grand absent de la recherche. Marcel Proust meurt en prononçant ces derniers mots qui furent « Ah, je t'ai donné bien du chagrin et de la peine, mon petit Robert. » Et croyez-moi, les Proustiens ne se sont pas privés de remarquer que la dernière syllabe prononcée par Proust, c'était « R », comme l'air, ce qui est, si l'on veut, assez amusant de la part d'un asthmatique qui, toute sa vie, précisément, manqua d'air. Permettez-moi à ce sujet de remarquer que ce R se retrouve sans cesse dans la recherche du temps perdu, où il se trouve déjà 2 fois, oui, et dans les patronymes de tous ces héros, de Guermantes à Verdurin, d'Albertine à Gilberte, de Vaugoubert à Saint-Loup, qui évidemment se prénommait Robert. Aujourd'hui, je conseillerais volontiers aux apprentis proustiens de lire et de relire encore la recherche, car voyez-vous, c'est un livre qui se transforme à chaque lecture. Contrairement à Don Quichotte, à Moby Dick ou aux frères Karamazov, qui sont des chefs-d'œuvre immobiles, la recherche, elle, bouge tout le temps et sans cesse en fonction de ce qui se passe dans l'esprit de son lecteur, en fonction de ses épreuves, de ses espérances, de ses déceptions. Personnellement, j'ai lu la recherche 4 fois et chaque fois, je me suis trouvé devant un livre différent. La première fois, je l'ai lu en morceaux choisis pour faire mes dissertations de lycéen. C'était une lecture scolaire un peu banale, sans intérêt. La deuxième fois, plus sérieusement, en hypocagne, mais ce fut encore une lecture qui n'engageait pas l'essentiel. La troisième fois, je l'ai lu après mon premier chagrin d'amour. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce livre ne ressemblait à aucun autre. La quatrième, enfin, il n'y a pas très longtemps, quand je suis devenu plus sage, plus serein, plus détaché des petits enjeux de la vanité ou des compétitions sociales. Mais je sens que ma lecture la plus décisive, celle qui m'en apprendra le plus sur les autres et surtout sur moi-même, eh bien, ce sera probablement la prochaine. Je vous remercie.